Bonjour à tous et bienvenue au Paddock F1. Aujourd'hui, petite capsule sur mon idole en course automobile, c'est-à-dire Gilles Villeneuve, un pilote qui est entré dans la légende malgré le fait qu'il n'ait pas remporté aucun championnat du monde. Mais bon, avec sa statue en Italie, un pilote qui est adoré encore aujourd'hui et adulé encore aujourd'hui par les tifosi, par les Italiens. Alors, Gilles Villeneuve est né le 18 janvier 1950 à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, au Québec. Par la suite, ses parents ont déménagé à Berthierville. Il va faire tout ce qui touche, tout ce qui est un moteur, lui, il va triper dessus. Il va pousser ça à fond. Il a commencé, à sa jeunesse par des courses d'accélération avec sa Mustang. Par plus sérieusement, il a commencé en course de motoneige pendant plusieurs années. Il a été champion du monde d'ailleurs en 1974. Il a remporté plein de titres au Canada et aux États-Unis. Et grâce à l'argent accumulé avec ses talents en course de motoneige, il va suivre son cours de pilotage chez Jim Russell et il va commencer sa carrière en course automobile en 1973. Il va disputer et remporter le championnat du Québec de Formule Ford, 7 victoires en 10 courses. Donc, il a dominé, en fait. Déjà, il y avait l'étoffe d'un champion. L'année suivante, il va céder à la Formule Atlantique. Après les 2 premières saisons difficiles d'adaptation, il va remporter finalement le championnat de Formule Atlantique en 1976 avec 9 victoires en 10 courses, donc pratiquement une saison parfaite. Et durant cette saison, lors du Grand Prix de Trois-Rivières, où plusieurs pilotes de Formule 1 allaient courir en Atlantique. Pourquoi Trois-Rivières surtout? Ben parce que c'est un circuit mythique et c'est un circuit très technique, très difficile, puis les pilotes avaient beaucoup de plaisir, les pilotes de Formule 1, à venir piloter en Atlantique à Trois-Rivières. Et parmi eux, il y avait le champion, celui qui deviendra champion du 1976, James Hunt. Et Villeneuve va les battre à plat de couture. Il va se battre avec quelques-uns, avec James Hunt, entre autres. Et Villeneuve va remporter l'épreuve. Suite à ça, James Hunt va retourner chez McLaren, retourner en Formule 1. Il va parler aux gens de chez McLaren, leur disant qu'il s'est fait toucher par un pilote canadien et qu'il voudrait bien qu'on le laissait en Formule 1. Ce qu'ils vont faire en 1977, alors que Gilles court toujours en Atlantique à Talin, il reçoit un appel de McLaren et pour participer au Grand Prix de Silverstone, où il a terminé 11e malgré une voiture qui était peu compétitive. Donc, c'est une troisième voiture McLaren. Seulement la troisième voiture, c'est pas ce que. Même si c'est terminé 11e, sa fougue va séduire Enzo Ferrari, qui va lui proposer des essais à Fiorano au mois de septembre de la même année. Les tests vont s'avérer suffisamment concluants pour que la Scuderia Ferrari l'engage pour les 2 dernières courses de la saison sur la troisième voiture de l'écurie. Et Enzo Ferrari va littéralement tomber en amour avec Gilles Villeneuve, avec son attitude, avec sa façon d'être, sa façon de penser. Il va même le prendre son aile et il l'a dit lui-même, il voyait Gilles comme son fils. Donc après le départ de Niki Lauda de chez Ferrari, Villeneuve va devenir le 12e pilote Ferrari en 78. Donc, et il va passer, dans la même année, il va passer à l'histoire en remportant son premier Grand Prix au Canada sur l'île de Notre-Dame à Montréal, le premier Grand Prix du Canada tenu à Montréal. Après le départ de son coéquipier Carlos Reutemann, Gilles va voir Jody Scheckter devenir son coéquipier pour la saison 79. Et ils vont connaître des débuts difficiles. Les Ferrari sont pas compétitifs au début. Par contre, ils s'améliorent beaucoup pendant la saison. Finalement, Villeneuve va remporter coup sur coup le Grand Prix d'Afrique du Sud, puis le Grand Prix des États-Unis à Long Beach, pour prendre ainsi la tête du championnat. Par la suite, son coéquipier va le surpasser pour quelques autres Grands Prix et il va passer devant
lui, au championnat des pilotes. Et lors du Grand Prix d'Italie, alors que Scheckter mène la course, Gilles va remonter sur lui en deuxième place et va décider, quand je vous dis, Gilles, c'est un gars de principe, il va décider de laisser la victoire à Scheckter pour lui permettre de remporter son championnat. Parce que Villeneuve, s'il avait dépassé Scheckter à ce moment-là, il aurait très bien pu devenir champion du monde. Mais c'est entendu entre lui et Scheckter. C'était Scheckter cette année-là. Villeneuve va rester derrière en deuxième place pour permettre à Scheckter de remporter la course du Grand Prix d'Italie et ainsi le championnat du monde. Et Gilles va terminer deuxième au championnat cette saison-là. Durant cette saison-là, Gilles va activer sa légende avec 2 performances marquantes. Une au Grand Prix de France à Dijon, où il remporte une lutte hippique pour la deuxième place avec René Arnoux. Bon, les 2 voitures qui se touchent, on a l'impression d'assister à une course de car, les 2 voitures, les roues se touchent, les voitures en dérapage. Les 2 pilotes ne veulent pas céder d'un pouce. Et finalement, ben, c'est Villeneuve qui va remporter la lutte entre lui et Arnoux et terminer deuxième en France. Et au Grand Prix des Pays-Bas, Villeneuve va être victime d'une crevaison. Mais loin de se ranger sagement sur le bord de la piste, il va continuer d'attaquer, il va reprendre la piste pour au moins essayer de se rendre dans les puits. Lui, il ne va pas dans son rétro, là. Il pense qu'il y a une crevaison, mais là, le pneu va se déjanter, le déchiqueter, il va arracher, puis la suspension va s'arracher. Mais lui, il ne le voit pas. Donc, il arrête au stand, il arrête au puits, puis là, il demande à son équipe de réparer pour le laisser repartir. Et puis, son équipe aura toutes les difficultés du monde à le convaincre d'abandonner. Mais finalement, Gilles va abandonner, puis en sortant de sa voiture, il va bien réaliser qu'il ne pouvait pas conduire de toute façon. En 1980, par la suite, ben, les Ferrari ne sont pas dans le coup du tout. Absolument pas. Villeneuve n'amasse que 6 points au championnat et Scheckter, aucun point. Puis même, il y a une course qui ne se qualifie même pas pour la course. Sur ça, ben, Scheckter va décider de prendre sa retraite. Et en 81, ben, Ferrari va adopter le moteur turbo. Toutefois, le châssis est très laisse à désirer, lamentable. Et le turbo a un important délai. Ce qui fait que lorsque tu appuies à fond dans l'accélérateur, le turbo va mettre un certain temps en bas. Donc, c'est pas évident à gérer. Donc, le début de saison de Villeneuve et de son nouveau coéquipier et ami, Didier Pironi, va être très difficile. Puis contre toute attente, même si la voiture ne se prête pas nécessairement à ce circuit-là, ben, il va remporter le Grand Prix de Monaco avec une performance incroyable en multipliant les travers en piste, en sortie de virage, malgré qu'il y a des rails. Donc, très spectaculaire. Puis, il va remporter aussi le Grand Prix suivant en Espagne. Cette même année-là, Gilles va terminer 3e au Grand Prix du Canada sous la pluie, malgré l'aileron avant qui s'est replié sur le museau de sa voiture, qui est un résultat d'un accrochage en début de course. Gilles va courir et là, il sait qu'il possiblement pourrait se faire disqualifier parce qu'il y a une pièce qui est dangereuse sur sa voiture. Donc, pour éviter de se faire disqualifier, il va faire exprès pour grimper sur les vibreurs pour faire détacher l'aileron avant. Ça va fonctionner, puis il va réussir à terminer 3e malgré tout. Ça fait aussi partie de la légende. En 1982, Gilles est l'un des favoris pour le titre. Donc, après un début difficile, les Ferrari deviennent compétitifs au Grand Prix de Saint-Marin. Villeneuve est alors premier et son coéquipier ami Pironi, 2e. Vers la fin de la course, les stands de Ferrari passent aux pilotes les panneaux slow, ce qui signifie que les pilotes doivent ralentir pour économiser la mécanique, comme ils ont amplement d'avance sur les autres. Et c'est un ordre aussi implicite de garder leur position. Contre toute attente, Pironi va doubler Villeneuve pour prendre la tête. Villeneuve va reprendre la position.
À ce moment-là, Pironi, il se dit, bon, ben, je ne resterai pas devant si je passe devant. Et Pironi, là, Villeneuve a pensé, bon, ben, il va faire ça pour le spectacle, donner le spectacle aux fans qui sont présents, c'est très bien. Et il reste devant. Puis, à la dernière minute, au dernier virage, Pironi va doubler Villeneuve pour terminer la course en première place. Vous comprendrez, ça pilote, un gars de principe comme Villeneuve n'est pas très heureux de la situation. Sur le podium, Villeneuve est furieux, puis il refuse même de célébrer, de déboucher le champagne. En entrevue immédiatement après, il va déclarer: je ne comprends pas. On nous a dit de garder nos positions, puis ce qu'on-là me dépasse. Donc, c'est la dernière entrevue que Gilles va donner. Puis ça a sonné la fin de l'amitié entre Villeneuve et Pironi. Villeneuve n'a jamais reparlé à Pironi après ça. Le Grand Prix suivant, c'est à Zolder en Belgique. Gilles vraiment a la rage au cœur. Lors de la séance de qualification, Pironi est en pôle. Dans un dernier effort pour le ravir la pôle, Villeneuve fonce sur le circuit et va attraper la marche de Jochen Mass, qui est sur un tour de décélération pour entrer dans les retourner au puits. Mass voit Villeneuve, faut se remettre à l'époque, il n'y avait pas de communication radio entre les puits et les puits. Ça se faisait tout par les panneaux. Et donc, on n'a pas pu avertir Mass que Villeneuve s'en venait. Mass va voir Villeneuve dans ses rétros à la dernière minute. Il va se tasser à droite pour lui laisser la ligne de course. Malheureusement, au même moment, Gilles s'apprête à doubler Mass par la droite. La roue avant gauche de la voiture de Villeneuve va entrer en contact avec la roue arrière droite et de la marche de Mass, et la voiture de Gilles va être catapultée dans les airs. C'est un principe de physique facile à comprendre. Si Gilles n'avait pas freiné, Gilles a sauté sur les freins quand il a vu que Mass se tassait sur lui. Bien entendu, tout le monde aurait fait ça. Là. Il n'y a pas personne qui n'aurait pas freiné. S'il n'a pas freiné, probablement que ça aurait été juste une collision. Peut-être Villeneuve aurait été blessé, mais ça serait comme ça. Mais comme il avait les pieds sur les freins, la roue arrière de Mass qui tourne et la sienne qui est bloquée, ben ça a servi de catapulte littéralement. Et ça a catapulté la voiture dans les airs. La voiture a atterri sur le museau, dans le gazon, a fait des tonneaux, puis Villeneuve a été éjecté de sa monoplace. Son corps va s'écraser contre la clôture de sécurité. Il n'y a plus de casque, plus de baklava, de cagoule. Et il est toujours attaché à son siège. On pratique les manœuvres de réanimation. Il est envoyé à l'hôpital, on le met artificiellement en vie, on contacte sa conjointe. Sa conjointe, habituellement, sa femme et ses enfants sont avec lui pratiquement à chaque circuit, sur chaque circuit. Ils ont un motorisé, puis ils font le tour des Grands Prix. Ça se faisait pas en Formule 1 à l'époque. Ça se faisait beaucoup aux États-Unis, en IndyCar, en série atlantique. Donc, il a pris ça de ça, puis il a continué à le faire en Formule 1. Puis ça a amené d'autres pilotes à faire de même. Mais c'était le premier, avec son ami qui conduisait le motorisé. Mais cette fois-là, sa mère était au Québec parce que sa fille avait sa confirmation, je pense, ou quelque chose du genre, avec quelque chose pour sa fille. Et donc, elle et Jacques étaient au Québec. Donc, on a dû faire rapatrier sa femme Joanne là-bas, à l'hôpital. Puis, finalement, elle a accepté de débrancher son mari. Donc, et son décès a été annoncé dans la soirée. Gilles Villeneuve, c'était ça, Gilles Villeneuve. C'était un gars à fond, toujours. Tout ce qui avait un moteur, comme je disais, il était à fond. Moi, j'ai eu la chance de discuter avec le parrain de Jacques Villeneuve, son fils, Patrick Tambay. Et Patrick m'expliquait que, écoute, il faisait peur à tout le monde. J'ai embarqué une fois avec lui dans sa Ferrari et j'ai eu peur. J'ai eu peur, la peur de ma vie. J'ai plus jamais rembarqué avec lui. Il y a quelqu'un aussi, je me rappelle plus qui,
qui avait embarqué avec lui parce que Gilles avait un hélicoptère. Puis même en hélicoptère, il faisait le fou. Alors, pour vous dire comment ce gars-là pensait, c'était toujours à fond. Lui, il n'y avait pas de demi-mesure. Il avait déjà dit en entrevue, il disait régulièrement en entrevue, moi, je cours pas pour finir sixième, je cours pour gagner. Parce que le deuxième, c'est le premier perdant. Alors, pour vous dire comment il pensait, ce gars-là. C'est incroyable. C'est pour ça qu'il était tellement aimé. Puis, encore aujourd'hui, on en parle, puis on a des vidéos, puis c'est vraiment impressionnant. C'est pratiquement impossible à croire qu'un pilote peut faire ça avec une voiture, une Formule 1. Et c'est pourquoi il est une légende. Alors, Gilles Villeneuve est décédé le 8 mai 1982. Il avait 32 ans. Alors voilà. Alors, c'était notre capsule de l'hommage de la vie de Gilles Villeneuve. C'est pour ça que le circuit Gilles Villeneuve porte son nom. Le circuit de l'île Notre-Dame à Montréal porte son nom. Parce que c'est lui qui a remporté la première édition et que c'est une légende canadienne incroyable partout à travers le monde. Alors voilà, alors n'hésitez pas à commenter, abonnez-vous aussi, encouragez-nous pour qu'on puisse continuer. Et si vous avez des suggestions de capsules, n'hésitez pas aussi à nous contacter, à nous mettre en commentaire. Donc, d'ici là, bonne course.